Monsieur Abdelhaye Sadiq, donc natif de Marrakech, qui nous vient de Marrakech, la ville Ocre. Et donc il est professeur universitaire, traducteur et traductologue. Donc il a à son actif plusieurs ouvrages, dont un ouvrage sur le mythique groupe Nasri Wan, et d'autres ouvrages comme les Glandes de Sidi Abdelrahman Al-Majdoub, un livre qui vient de paraître sur Marrakech. Et donc c'est quelqu'un c'est un professeur qui est toujours présent sur la scène culturelle et créative au Maroc. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est la traduction, lien des cultures. En fait, la traduction est une activité interculturelle et interlinguistique. La notion de la traduction ne peut se concevoir sans la relation entre les cultures, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Donc c'est plus qu'une passerelle, c'est la clé au fait du dialogue interculturel. Et avec M. Abdelhaye Sadiq, il va essayer de développer ces points. Je tiens à remercier l'association Darul Nouane, qui est devenue une association incontournable de tissu associatif marocain national, et en particulier M. Moritz, qui a déployé d'énormes efforts et qui ne veut pas aujourd'hui venir se présenter. Donc je passe la parole à M. Riyad pour présenter un peu plus le professeur Abdelhaye. Merci. Merci Simon Serre. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir pour nous d'abord de participer à cette rencontre interculturelle de renom international, de résonance internationale, avec la présence parmi nous de célébrités éminentes au niveau de la recherche. Je nomme au passage et je souhaite la bienvenue, bien sûr, au Maroc à M. François Julien, philosophe, sinologue, avec qui nous allons, par le biais du professeur Abdelhaye Sadiq, d'engager un dialogue et qui concernera bien sûr l'assistance. Sans trop m'engager sur ou anticiper sur le propos du professeur Abdelhaye Sadiq, je dirais simplement, en tant que représentant de l'association d'Al-Louane, et où le professeur est un membre éminent, depuis la création d'ailleurs de cette association, le professeur est avant tout un humaniste. Et parmi ses œuvres ici visibles, je nommerai particulièrement l'ouvrage sur le groupe mythique des années 70, du groupe Nasri Wan que tout le monde connaît à l'échelon mondial. 40 ans de chansons protestataires. C'est plus qu'un mythe sur lequel a donc planché le professeur, entre autres, bien sûr, les Glandes de Sidi Abdelrahman Al-Majdoub et l'ouvrage consacré à Marrakech, entre autres. Donc, c'est un partage que nous souhaitons ce soir avec l'assistance et le professeur Abdelhaye Sadiq, que je remercie bien sûr de son déplacement de Marrakech ici, à Rabat. C'est vrai. Alors, c'est à vous. Merci infiniment, Cheikh Riyad. Pour ma part, c'est un immense honneur d'être parmi vous et surtout d'être en face ou de partager un moment de plaisir, d'interculturalité, de transculturalité, de transfrontalité avec mon collègue François Julien. Il est notre hôte, nous sommes ses hôtes. Dans le sens où, qu'on le veuille ou non, nous avons construit des ponts, non simplement par l'intermédiaire de la traduction, mais nous avons construit des ponts parce que nous avons une sorte de force humaniste, je dirais même, qui tente par tous les moyens d'introduire et de réintroduire les humanités comme étant le socle fondamental du dialogue. Alors, avant d'aborder
le sujet de cette rencontre. Je voudrais donc remercier les organisateurs de m'avoir fait cet honneur-là d'être avec mon collègue en face de lui et avec lui, et nous échangerons. Également remercier l'association Darlouane. Il est vrai que personnellement, lorsque j'ai rencontré l'optique, l'éthique, le postulat culturel fondé par des artistes avec des écrivains pour mettre à l'honneur les potentialités des jeunes, pour mettre à l'honneur la créativité de notre patrimoine perpétuellement en adéquation avec le monde qui l'entoure, Darlouane m'a plu, mais pas uniquement à moi. Darlouane fut le refuge de mes pensées, de ma subjectivité, de mon objectivité, de ma marocanité, de ma transculturalité, mais elle a été également le refuge de ma femme et de mes enfants. Alors lorsque nous avons ici à Rabat un lieu familial, convivial, mais fondamentalement producteur d'une dynamique culturelle, on ne peut que écouter, entendre, dialoguer, établir des ponts. Et je vous remercie infiniment, Si Jamal, Si Mourit et bien d'autres de m'avoir accueilli. Et je me faisais toujours un plaisir de prendre l'autoroute à bras-le-corps pour arriver tout simplement dans ce quartier mythique qui est Gza et qui me rappelle mon quartier de naissance à Marrakech qui est Oxba. Ils ont le même, peut-être la même rime, mais ils ont le même rythme. Alors, qu'en est-il de la traduction? Lorsque j'ai regardé un petit peu le synopsis ou la présentation de la table ronde, je me suis dit, en ma qualité de quoi puis-je intervenir? En tant que professeur, oui, certes. Traductologue, d'accord, oui. Je pense la traduction. Je la vis depuis, comment vous dire, depuis plus de 45 ans. Je la vis parce que j'ai découvert, subjectivement parlant, qu'elle est nécessaire, objectivement parlant, indispensable, et le seul moyen qui permette les fondements d'un nomadisme intellectuel, d'un nomadisme philosophique, d'un nomadisme humain. Rien ne pourrait postuler à ce que la traduction soit un pont si quelque part il n'y ait pas des gens qui passent sur ce pont. Et c'est grâce aux gens que le pont existe. Alors, j'ai lu la présentation avec énormément d'intérêt. J'y trouve des termes qui auparavant m'auraient pilé. Mais l'âge aidant, peut-être, je ne sais pas. Je penche plutôt vers la fin que vers les débuts. Et je trouve interculturel, je trouve interlinguistique, je trouve dialogue, je trouve gage pour la paix, je trouve pont entre les cultures. Et je me suis dit, mais les fondamentaux positifs qui font que l'humain se pense, passent effectivement par l'interlinguistique, par l'interculturel, par les ponts, par la gageure et non pas le gage. La gageure est fondamentale, dans le sens où la première question que vous avez posée, quel est le rôle du traducteur en tant que médiateur interculturel? C'est un engageant, un engagé, et qui se lance un défi. C'est-à-dire qu'il est face à une gageure. Serait-il capable de réussir? Serait-il capable de dépasser ses doutes? Serait-il capable de, au moins, faire sentir que quelque part, le texte qu'il est en train de traduire, ou de vouloir traduire, pourrait servir? Mais attention,
Servir n'est pas dans le sens de servir le sens, mais de donner sens au sens. Et là, je suis steinérien. Steinérien dans le sens où nous cherchons les réelles présences du sens. Car, quelque part, nous nous posons tous cette question. Alors, lorsque j'ai vu traducteur, c'est la première question que vous avez posée, à laquelle comment pourrais-je répondre? Je suis traducteur. Mais traducteur de quoi? Quand? Comment? Où? Alors, j'abandonne Steiner et je m'en vais vers Bergman, Antoine Bergman, feu Antoine Bergman, mort à 49 ans, le fondateur de ce que je pourrais appeler la critique des traductions. D'ailleurs, j'en parlerai tout à l'heure. En fait, il ne s'agit pas de traducteur. Un traducteur, ce n'est pas amoindrissant. Le traducteur est un technicien, passeur, médiateur, faiseur de. Je dirais même, et je voudrais que vous m'en excusiez, c'est un lauréat des ponts et chaussées. Ce n'est nullement amoindrissant. Nullement. Sauf que la technicité prévaut chez lui, car il obéit aux exigences éditoriales. Et je lui oppose, à l'instar d'Antoine Bergman, que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, mais j'ai rencontré sa femme après sa mort, je lui oppose le sujet traduisant. Le sujet traduisant, c'est-à-dire quelle est cette posture que j'ai par rapport, non pas au texte que je veux traduire, mais par rapport à moi-même, en le texte autre, pour que je puisse me l'approprier et me le rendre accessible à moi pour pouvoir le mettre à la disposition des autres. Je récuse le terme personnellement, et après tant d'années de recherche et d'enseignement de la traductologie et de la traduction, je récuse le terme de traducteur parce qu'il est réducteur et parce que tout simplement il appartient à l'éditeur. Par contre, le sujet traduisant est un sujet ontologique et je ne crois pas que François Julien me contredirait, on en reparlera. Voilà, parce que c'est fondamental de parler du sujet traduisant. L'implication, la mise en péril, le défi que se lance un sujet. Bien, ça c'est la première question à laquelle je réponds. Il n'y a pas de traducteur. Oui, il peut y avoir des traducteurs. Pourquoi pas? Ils sont nécessaires, indispensables. Voilà, comme les interprètes dans les instances internationales, comme les traducteurs sont nécessaires pour les maisons d'édition, mais il y a les sujets traduisants, ceux qui pensent le traduire, tout en faisant des traductions. Est-ce que Jacotet, par exemple, comme traducteur, est peut-être comparé à... Est-ce que Darras, le nouveau traducteur de Malcolm Lowry, au-dessous du volcan, peut être comparé à la première traduction? Est-ce que la deuxième traduction ou la troisième traduction de Kafka, les Métamorphoses ou autre chose, peut être comparée à l'autre? Il y a des traductions ou des traducteurs introducteurs et il y a des traducteurs qui se pensent agissant dans l'œuvre, construisant l'œuvre. Bien. Je ne sais pas de quel temps je dispose pour pouvoir après passer un petit peu, parce que je ne voudrais pas être long, hein, voilà, parce que j'ai l'habitude de faxer un petit peu les choses. La deuxième question, qu'est-ce que penser entre deux langues signifie-t-il? Pour ma part, cela signifie penser en langue et penser là où les langues. Parce que lorsqu'on se pose la question, qu'est-ce que penser entre deux langues, à mon sens, c'est se dépenser quelque part. Se dépenser. Dé-penser. Ben oui. C'est-à-dire que je ne pense plus l'une, je ne pense plus l'autre, je pense les deux. Mais qui suis-je? La dualité. La dualité n'est pas fondatrice du traductif ou de l'acte traductif.
S'il y a dualité fondatrice de l'acte traductif, nous sommes en faillite de la pensée. Par contre, penser une langue face à une autre permet tout simplement d'exhiber les différences pour qu'elles soient, ces différences-là, fondatrices d'une sorte d'entente. On ne fait jamais la paix avant la guerre, c'est après qu'on fait la paix. Alors, concevons-nous la chose comme étant « non, je ne me pense pas entre deux langues. Je ne suis pas, excusez-moi l'expression, et pour vous faire un petit peu détendre l'atmosphère, je ne suis pas une tranche de jambon dans un croque-monsieur. » Non. Il y a le et la. Et pourquoi on se pense toujours au masculin? Pourquoi on ne se pense pas en couple, masculin-féminin? Pourquoi on ne se pense pas dans cette féminité absolue qui fonde même la traduction et non pas le traduction? Personne n'a jamais écrit le traduction. C'est la traduction. Et même en arabe, at-tarjama. Troisième question. Dans quelle mesure la traduction est une passerelle interculturelle? Bien sûr, elle est une passerelle interculturelle. Elle permet de passer ici et là, elle fonde. Mais à mon avis, ce n'est pas en établissant des ponts entre les cultures qu'on va réussir. Vous savez très bien, et l'histoire nous le montre très bien, que les ponts sont les plus faciles à détruire pour rompre la communication. Alors, moi je crois que plutôt qu'il va falloir faire montre que les langues exhibent leurs différences, montrent leur autonomie, se fassent dire ce qu'elles veulent dire dans leur postulat linguistique pour pouvoir tout simplement montrer à l'autre qu'il est capable de dire la même chose. Il n'y a pas de hiérarchie. Si j'établis un pont, c'est que quelque part, peut-être, le pont n'est jamais établi pour traverser une rivière s'il n'y a pas des nivellements, s'il n'y a pas des déséquilibres. Alors il y a une hiérarchie, il y a un inférieur et un supérieur. Le pont ne s'établit jamais entre deux personnes de la même facture. Alors, pour expliquer un petit peu ma posture traductive, et afin de mieux répondre aux interrogations que pose le penser traduire, et non pas la traduction, parce que si on parle de la traduction, à mon avis, sans la penser, sans la vivre, c'est un petit peu délicat. Alors, le penser traduire, ou comment faire l'éloge de la traduction, parce que, en proposant cette table ronde, ou cette rencontre, vous faites l'éloge de la traduction. Et là, je rends hommage à l'une des plus grandes dames de la pensée grecque, de la pensée française actuelle, de la pensée tout court, philosophe, linguiste, c'est Barbara Cassin. Bien sûr que nous serions d'accord, cher François Julien. Non? On ne serait pas d'accord là-dessus? Je sais. Mais au moins, oser intituler un livre l'éloge de la traduction, ça m'a, et puis je l'ai parcouru, je l'ai lu, j'ai vu. Je ne suis pas d'accord sur un certain nombre de choses, mais de toute façon, bon, de mon point de vue, tout simplement d'enseignant au Maroc, je ne pourrais pas dire tout ce que je peux, n'étant pas publié chez Gallimard ou chez Denouel ou chez Grasset ou chez autres. Je souhaite donner une brève idée de mon parcours traductologique, et ça c'est très important. Monsieur Khayat a parlé de moi. Voilà. Très très rapidement, je suis de formation comparatiste. J'ai un doctorat en littérature comparée à la vieille dame, la Sorbonne, Paris 4, que j'ai obtenu en 1990. Auparavant,
j'ai obtenu le diplôme de l'École des hautes études en sciences sociales à Raspail. J'ai fréquenté quelques grandes figures de la pensée française ou la pensée mondiale dans les années 80. Je suis universitaire à la faculté des lettres de Marrakech. J'enseigne la traductologie, mais je l'enseigne d'un point de vue comparatif, d'un point de vue littéraire et non pas d'un point de vue linguistique. Ceci dit, je ne dénigre nullement mes collègues. Ma posture par rapport à la traduction, j'y viendrai. On parle d'interculturel, de culture. Je voudrais tout simplement poser quelques jalons sur ma posture par rapport à la culture. De quelle culture s'agit-il? N'est-ce pas, puisque nous parlons de culture? Alors, je vous l'avoue, la mienne propre, c'est-à-dire ma culture propre, c'est la culture du sujet que je suis. Le sujet. C'est-à-dire que quelque part, il n'y a pas que le conscient qui est en face de vous, il y a un inconscient. Donc, il y a une culture de l'inconscient. Que parfois. Voilà. La culture de l'individu que je suis. Parce que j'appartiens à un groupe. Il y a une grande différence entre le sujet et l'individu. De mon point de vue. C'est-à-dire que le sujet répond à certaines exigences, l'individu répond à d'autres exigences. Plutôt parce que j'appartiens à un groupe social. Alors, il y a un troisième facteur qui détermine ma posture par rapport à la culture, c'est la culture en construction permanente. Car je ne suis qu'un nomade. Quiconque tente de saisir le substrat absolu constitutif de la démarche traductive ne peut être qu'un nomade. On nomadise entre les textes, on nomadise entre les gens, on nomadise entre les cultures, on nomadise, ça veut dire quoi? C'est tout simplement que nous déterminons la spatialité. Et cette spatialité va nous amener à prendre conscience qu'il y a une temporalité. Cette temporalité, nous cherchons tous à la mettre en adéquation avec une spatialité et nous construisons notre culture subjective qui nous est propre. Parfois, on ne dialogue avec elle ou on la met en évidence qu'en étant seul. Objective parce que je dialogue avec vous et à partir de là, nous construisons une sorte de communion parce que nous voulons montrer, peut-être même démontrer. Et puis en fin de compte, il y a des cultures. Cette culture qui est en gestation, qui est en construction permanente. Pourquoi? Parce que je bouge. Il y a une dynamique physique. Si l'une est ontologique, la première est ontologique parce qu'elle est subjective. La deuxième qui est objective, elle est quelque part mathématique parce qu'elle est économique, politique. La troisième fonde le mouvement, fonde la dynamique, fonde ce qui fait que non seulement que je bouge, mais je me déploie. Ah, que fait la traduction? Sinon, déployer les potentialités d'un texte, faire en sorte qu'il puisse parler de manière polyphonique. Certes, lorsque nous nous faisons passer d'une langue à une autre, nous le posons comme étant capable d'agir de la même manière, ce qui n'est absolument pas vrai. Il ne le peut pas. Alors, donc, je suis un nomade. Et pour mieux le faire, je vais partir d'une anecdote. Comme vous l'avez dit, cher ami, je suis natif de la ville de Marrakech. Qui dit Marrakech dit la place Jamalfna, place du trépas, un musée de l'oralité à ciel ouvert, le symbole du patrimoine pluriel marocain, et donc d'une culture cohérente, crédible, pertinente, je voudrais même dire impertinente. J'ai fréquenté cette place, et c'est Halqa. Permettez-moi, je vous raconte ça comme une sorte d'anecdote, parce que c'est là où il y a le sujet même du traductif.
j'ai fréquenté cette place et ces halqa jusqu'à l'âge de 17 ans. Après, je me suis expatrié à Paris, je dirais même exfiltré. J'ai trouvé comme par miracle une place, Jemaa Fna, le parvis de Beaubourg. Je n'y étais pas l'étranger. Paradoxalement, ce sont les autochtones qui étaient étrangers. Ils ne comprenaient pas la halqa marocaine ou maghrébine qui se déroulait devant eux sur le parvis de Beaubourg. Il fallait leur traduire le propos. Il fallait leur traduire le propos. Parce qu'en sortant du lycée ou en sortant de la fac, on allait là-bas boire un verre. Ils ne comprenaient rien. Et il y avait la halqa maghrébine, il y avait la halqa africaine. Il fallait leur traduire. Et voilà que je me trouve sincèrement privilégié. Quel privilège d'être le traducteur de l'instantanéité, du mouvement, de la dynamique, de la halqa de Jemaa Fna, qui se retrouve à Paris, à Beaubourg, et je la traduis. Peut-être même parfois, et c'est ce qui me plaisait, je ne le vous cache pas, amoureusement. Car je n'ai point appris la langue française sans avoir été servi par ses amours. Voilà que le privilège est bien là. Je suis un être made in ailleurs qui sert de médiateur aux personnes estampillées made in France. La traduction. Et la lumière fut. Et les verbes fusent. Et voilà que les clichés, les stéréotypes, les clivages même s'estompent. Ce mouvement sera célébré un certain 10 mai 1981. N'est-ce pas? Vous pouvez me dire quelle est la relation avec notre propos de ce soir? J'y viens. Il y a un bouillon de culture étonnant, détonnant, mais surtout foisonnant, surtout au niveau des maisons d'édition, telles Sinbad, Actes Sud, Phébus, De Noël, Cartala et bien d'autres, même Odile Jacob, lesquels se sont tournés vers les littératures, cultures, patrimoines, oraux ou écrits, qui fondent les origines d'une partie des Français fraîchement adoptés. Ceci grâce à la traduction. Mon Dieu. Ainsi on traduit. Ou on retraduit. Le Ma'ri, Jbran, Khayyam, Hallaj, Derwish, Nizar Qabbani et bien d'autres. On traduit la littérature kabyle, amazir, hassani. Grâce à cette effervescence, on ne jette plus un regard ethnologique, parfois condescendant, sur les cultures, sur la culture ou les cultures des autres. Au contraire, on la promeut, on la prime, elle est même nobélisée, comme ce fut le cas de Najib Mahfoud. Alors, la question fondamentale, est-ce que Mahfoud, lorsqu'il a été nobélisé, le fut-il lui, ou c'était ses traducteurs? Assurément, le Nobel a été décerné à des œuvres à 4 mains. Là, oui, la traduction est bel et bien le point de convergence d'une interculturalité fondatrice, d'une éthique du rapport à soi, avant d'être à un rapport avec l'autre. Car l'autre renvoie immanquablement à soi-même. Et là, je termine, si tant est qu'on puisse terminer une traduction. Une traduction est toujours inachevée. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que quelqu'un d'autre va venir après. Et il va retraduire en se basant sur la première traduction. Et donc, de toute façon, aucune traduction n'est originale si elle ne procède pas des acquis de ce que l'autre lui a laissé. Et là, je termine avec moi étant non plus un autre, ou plutôt, je suis un nouvel autre, grâce à la traduction réconciliatrice du sujet que je suis depuis 1962, l'individu que je suis ici et maintenant en 2022
avec vous, et le nomade errant en construction permanente que je suis, tout comme Sidi Abdelrahman al-Mjdoub, plus encore, c'est errant, c'est errant. Et je terminerai là-dessus. Si nous commençons, si nous traduisons, c'est vrai que le traducteur obéit aux maisons d'édition et à certaines exigences. Le sujet traduisant se fait plaisir en traduisant, en se traduisant, en s'auto-incriminant même dans ses propres incapacités à être à la page. Parfois, il reconnaît même que l'original le dépasse. Mais son défi, c'est comment parvenir à rendre cet original aussi original dans la langue de l'autre. Alors, je me suis dit, étant donné que je suis féru de traduction, quelle pourrait être ma posture? Qu'est-ce que je pourrais donner à moi-même avant de donner à l'humanité? Parce qu'il faut bien s'inscrire dans le cosmos et s'inscrire dans l'humanité. On ne s'inscrit pas dans une temporalité si elle n'est pas tout simplement sujette à une spatialité frontalière, laquelle parfois attise les rivalités et les velléités au point qu'on se détermine colonisé ou colonisant. Alors je me suis dit, tiens, mon acte traductif est-il appropriatif ou s'inscrit-il dans l'offrande? Et voilà le principe. Est-ce que je traduis parce que j'ai envie d'offrir ou je traduis parce que je veux m'approprier? Quoi qu'il en soit, mes propres capacités me permettent de me déterminer par rapport à l'offrande ou par rapport à l'appropriation. Encore faut-il que je sache c'est-à-dire quelle est ma position syntaxique, grammaticale, dans une phrase et non pas dans une proposition. Dans une phrase cosmique. Voilà. Alors, je me suis dit, si je dois faire quelque chose et contribuer un petit peu à une modernité, je veux bien traduire. Mais que puis-je traduire? Je ne peux traduire que mes socles, mon terroir. Je veux l'offrir. Il m'arrivait souvent, pendant les années 80, puisque je suis un enfant de la génération de Mitterrand, c'est-à-dire j'étais là-bas en 1978 et j'ai quitté la France en 1990 pour rentrer servir ce pays qui s'est servi de moi. Tant mieux d'ailleurs, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème, de toute façon c'est un échange de bons procédés. Alors, je me suis dit, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire? Et tout en faisant des études, mais bien doxales, bien littéraires, bien linguistiques, bien école des hautes études, bien doctorales, bien comparatistes, bien chez Brunel, Feu, Barbeau, Échevrel, Intco, je me suis dit, qu'est-ce que je peux apporter à la France, moi? Alors j'ai proposé, dans un premier temps, de travailler à l'école des hautes études sur le champ protestataire à Nasr Rewan, mais non pas d'un point de vue sociologique ou ethnologique ou quoi que ce soit, mais d'un point de vue traductif. Pourquoi? Parce que tout simplement, lorsque j'allais au concert de Nasr Rewan à Paris, où j'avais l'amour aidant, et je vous l'avoue, l'amour facilite énormément de choses. Mes amis, mes copines, bon, ne comprenaient pas. Il fallait que je traduise, il fallait que je montre, il fallait. Donc, comment on arrive à transmettre l'amour par le traductif de quelque chose de protestataire? Et puis voilà, il y avait une demande, il fallait absolument. Alors bon, grand bien me fasse, je traduis, je donne, j'offre. En doctoral, je me suis dit, après Nasr Rewan, qui se sont inspirés de Sidi Abdelrahman al-Mjdoub, Dr Al-Alami, qui sont le patrimoine fondamental de la culture absolue, maghrébine, je ne dis pas marocaine, maghrébine, ben, il fallait bien le traduire. Mais je n'allais pas proposer une quatrième traduction après De Castres, de Prémar et Jacqueline Selmier. De Prémar d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de rééditer, parce que la première traduction c'est 1896.
1896, il fallait la remettre à l'honneur, il fallait montrer aux gens, voilà comment il a été traduit en 1896. Et je rends hommage à De Castres, de Prémar, un prêtre défroqué et un grand professeur et un grand chercheur, et qui a publié 2 ouvrages sur Sidi Abdelrahman al-Majdoub jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, sont inégalables. Même ma thèse, c'est des pacotilles sur Abdelrahman al-Majdoub. Jacqueline Selmier, en 66, je crois, elle a publié une traduction un petit peu pour montrer la misogynie de Abdelrahman al-Majdoub. Mais voilà, tant mieux que Selmier a fait ça. Voilà 3 traducteurs. Alors je me suis mis à travailler là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai découvert? C'est que la France aussi avait son Majdoub. À travers les maximes d'Abdelrahman al-Majdoub, la France avait son Majdoub. Sauf qu'il était noble. C'était La Rochefoucauld. Si vous prenez les maximes de La Rochefoucauld et vous les comparez avec les propos de Sidi Abdelrahman al-Majdoub, c'est exactement la même chose. Si vous prenez les textes de Nasr Rewan, vous allez y trouver du Floyd, des Who, des Beatles, des Stones, du John Baez, du Marianne Faithfull. Vous pouvez y trouver. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est universalisme que nous offre la traduction, à condition de dire, ben écoutez, il y a des fondamentaux, moi aussi, que j'ai dans ma culture ou dans mes cultures et que je vous propose nonchalamment, mais avec quand même quelques pics, pourquoi pas? Parce que c'est grâce à ces pics-là qu'on parvient quand même à démontrer que nous pouvons dialoguer. C'est les frictions qui font le dialogue, ce n'est pas le « je t'aime ». Moi j'adore le Gainsbourg dans le « je t'aime moi non plus ». Ça veut tout dire dans le sens où, voilà. Et mon patrimoine, qu'on a sur la plage Jamefna et qu'on a retrouvé sur le parvis de Beaubourg, se trouve universel, se trouve également pertinent, crédible, opérationnel, grâce à la traduction. Vous imaginez que, par exemple, une chanson de Nasr Rewan comme Sénéa, banalement le plateau T, Nostalgie, lorsqu'elle est traduite en français, c'est une chose. Mais lorsqu'elle est traduite en espagnol et en anglais, ah mon Dieu, certains collègues, j'ai été très heureux d'ailleurs que ce petit travail, comme dirait l'autre, de rien du tout, mais c'est le tout sans rien, se retrouve à la Bibliothèque du Congrès et il n'est pas à la Bibliothèque nationale du Maroc. Comment se fait-il? Parce qu'il y a de l'anglais dedans. Parce que la protest song, à la Dylan, à la John Baez, se trouve. Voilà que vous voulez de l'interculturel, vous l'avez. Vous voulez du transculturel, vous l'avez. Vous voulez de la traduction, vous l'avez. Mais vous avez surtout et avant tout la croyance fondamentalement éthique en le fait de dire que ce qui m'appartient ne m'appartient pas. Il est à partager. Fût-ce par n'importe quelle langue, mais la seule langue qui nous permet de partager n'est rien d'autre que celle de nous savoir écouter, de nous savoir regarder, et lorsque nous versons des larmes, que nous le versions tous sur telle ou telle ignominie. La traduction récuse les ignominies, récuse tout ce qui fait mal. Elle produit du bien à condition d'en avoir les moyens, et je dirais, non pas les moyens linguistiques. Tout le monde peut les avoir. Les moyens culturels, tout le monde peut les avoir. Mais ce que tout le monde peut avoir, tout simplement, les moyens philosophiques. S'inscrire dans le ici, maintenant, postulant à un demain, non pas meilleur, mais tout simplement moins mauvais. Moins mauvais. Merci. Je pense.
Ah oui. Mais pendant que tu... Je voudrais pas casser. Je m'excuse auprès de l'assistance. Je voudrais juste m'absenter 2 petites secondes. Si vous voulez, mais après je suis à vous. Vous savez ce que c'est un petit peu. Voilà, il est des exigences un petit peu qu'on ne peut pas envoyer par SMS. Oui, oui, s'il te plaît. Au nom d'Idemania, je vous remercie, professeur Sadek. Et je pense qu'au moment où vous faites votre exposé, vous avez dit que penser entre les langues. Vous avez utilisé un mot qui est dépenser, avec le tri. Je pense qu'il y a, à partir de là, parce que M. Julien, il y a un point commun entre vous, parce qu'il a le concept là. Promu le concept de décoïncidence. Mais vous parlez en termes de différence. Et lui, il parle en termes d'écart. Je pense qu'à partir de ce point-là, on peut lancer l'échange entre vous. À mon avis, à moins que vous voyez autre chose. Bien sûr. Allez-y, parlez. C'est vous. Je vous remercie de cette occasion de rencontre. Et je vais être un peu lent dans ma réflexion, parce que d'abord je suis un peu fatigué, et d'autre part parce que c'est difficile que de nouer un dialogue. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut aménager des conditions. Vous avez commencé à le faire en proposant cette différence entre écart et différence, ou en proposant cette formule de dépensée, qui signifie quelque part défaire la pensée. Je voudrais d'abord revenir sur 2 points. Ce qui m'a touché dans votre intervention, au départ et à l'arrivée. Quand vous avez dit, il y a le traducteur dans sa technicité, d'autre part, il y a le sujet traduisant. Je vous rejoins tout à fait. Je pense qu'il y a quelque chose d'important d'abord à reconnaître le traducteur dans son initiative propre, qu'il n'est pas seulement quelqu'un qui transférait d'une langue dans une autre, mais qu'il a une position de sujet, donc il y a une initiative de sujet. Cela me paraît important à dire et à redire, d'abord parce que le travail du traducteur est de plus en plus méconnu et dévalorisé aujourd'hui, donc il faut faire réémerger cette fonction propre qui n'est pas une fonction, donc qui implique d'être pensé en termes de sujet d'initiative, comme vous l'avez fait. Et puis au point d'arrivée, ce que vous avez dit du partage.
Au fond, qu'est-ce que traduire? C'est ouvrir à du partage. Donc les deux points me paraissent décisifs, et au départ et à l'arrivée. Alors, je vais vous dire un peu ce que suscite en moi votre propos. Invitation, cher Monsef, c'est dans quel concept pense-t-on à la traduction? Vous avez dit, et vous êtes comparatiste, donc je l'entends bien, je crois, en termes de différence entre les langues. Personnellement, j'ai souhaité engager un concept différent de la différence, même si la différence était le grand concept dominant de la pensée, notamment française, de la fin du XXe siècle, Derrida, chez Deleuze, etc., et d'abord venant de la linguistique saussurienne, pour poser le terme d'écart. Alors, pour aller très vite, quelle différence je vois entre écart et différence? Je dirais d'abord, c'est que la différence, elle aboutit à une définition, à une identité. C'est la philosophie qui le dit. De différence en différence jusqu'à l'essence de la chose, c'est Aristote. Et d'autre part, parce que la différence, me semble-t-il, quelque part, laisse tomber l'autre. Quand j'ai opéré une distinction par différence, une fois qu'elle est acquise, comme ça, la différence entre les langues, eh bien, j'ai le texte dans la langue dérivée comme tel. Ce que je souhaite indiquer par le concept d'écart, pas du tout pour l'imposer, j'en suis pas là, si vous voulez, surtout, je ne vois pas la philosophie du tout comme un royaume des thèses, des antithèses, et ça ne m'intéresse pas. Par contre, si je propose ce concept d'écart, c'est parce que l'écart ouvre, reconnaît une distance, comme il y a une distance entre les langues, mais maintient en regard. Un écart, c'est donc une distance qui s'ouvre, mais qui maintient en regard. Et je pense que la situation des langues, les langues entre elles, ce n'est pas qu'elles soient différentes qui m'intéressent, c'est qu'elles ouvrent des écarts entre elles qui se maintiennent en regard, et la traduction, c'est la mise en regard active de cette distance entre les langues. Et pourquoi la traduction est si précieuse aujourd'hui pour nous, à une époque où nous sommes menacés par une sorte de langue faussement commune, qui est le globish, le global English, etc. Pourquoi faut-il défendre ardemment la multiplicité des langues? C'est parce que les langues se réfléchissent entre elles par leurs écarts. Et que s'il n'y a plus qu'une langue, elle ne se réfléchira plus, et donc elle ne réfléchira plus. Donc je crois qu'il y a quelque chose de défendre, disons, foncièrement aujourd'hui, défendre à toute force qu'il y ait des langues de culture, des langues entre lesquelles de l'écart travaille, jusqu'où ces écarts sont-ils possibles, et disons, quels communs ils font partager. Donc là, je crois qu'il y a un point sur lequel nous nous rejoignons, qui serait un point politique, si vous voulez, qui est de dire, au fond, il y a un danger aujourd'hui, disons, j'allais dire danger premier, qui est la réduction par commodité, par communication, etc., à une langue qui serait une langue unique de communication, qui rendrait finalement facultatif le travail du traducteur, et qui aboutirait à une incapacité pour l'humanité à penser. Bon, je dis ça comme ça, parce que c'est violent comme situation. Alors je voudrais maintenant dire 2 ou 3 points à cet égard. D'abord, justifier ce concept d'écart, pour dire simplement que, alors moi j'ai une expérience qui est entre langue européenne et langue chinoise, puisque j'ai choisi, étant jeune helléniste, de passer par une autre langue écartée de la nôtre en Europe, je dirais la langue européenne, dite comme ça de façon générale, qui est la langue chinoise, qui nous sort donc de la famille de la langue indo-européenne, et surtout langue qui ne conjugue pas, qui n'a pas de morphologie, etc. Bon. Mais ce qui me paraît important, c'est qu'au fond, la traduction, je crois d'abord qu'elle explore les écarts entre les langues. C'est sa fonction, explorer jusqu'où peuvent s'ouvrir ces écarts entre langues, et à partir de là, dans cet entre ouvert par écart, c'est ce qui me paraît précieux dans le concept d'écart, c'est que l'écart ouvre une distance, mais qui maintenant en regard fait apparaître de l'entre between, n'est-ce pas, de l'entre avec un E, et c'est un entre qui est en tension, parce que en tension, mis en tension par cet écart maintenant en regard. Et c'est dans cet entre mis en tension par l'écart des langues que travaille la
travaille parce qu'il faut travailler, parce qu'il y a tension dans cet l'entre-langue. Alors, je ne vais pas céder là-dessus, mais disons, c'est même bon pour vous dire, parce que je crois qu'il faut qu'on puisse, pour dialoguer, mettre en regard nos positions, pour que personnellement, je n'ai pas conçu mon travail comme un travail de comparatiste, parce que je ne pensais pas la mise en rapport de la langue pensée chinoise avec la langue pensée européenne en termes de différences, mais d'écart maintenant regard, donc ouvrant de l'antre, entre en tension, tendant à produire un commun, et le commun du partage que vous avez évoqué. Mais je crois qu'il y a une chose qui nous réunit foncièrement, c'est l'idée que nous vivons une époque où, je dirais, tout se joue. Soit la langue du monde à venir, c'est la traduction, soit nous réduisons la diversité des langues à une seule langue de communication, et nous ne pensons plus. Il n'y a plus de culture. Voilà. Donc là, je crois que c'est un point qui est un point politique qu'il faut marquer et qu'il faut, disons, répéter jusqu'à épuisement, parce que ça se joue à notre génération. Et donc, il y a quelque chose qui est d'alarmant. On s'occupe tant aujourd'hui, et à raison, des ressources naturelles de la planète, mais il faudrait s'occuper aussi des ressources culturelles de la planète, condamnées certainement si nous ne réagissons pas, et si nous ne résistons pas à cet égard. Alors maintenant, je voudrais vous interroger sur d'autres points pour dialoguer. Bon, le fait que les langues se réfléchissent par écart, je pense que vous l'accepterez volontiers. C'est un primat absolu. Primat absolu, oui. Et je crois que... Alors, j'ai 2-3 questions et puis une ou deux taquineries. Ah, bien sûr, voilà, j'adore. D'abord, je n'ai pas très bien compris le 10 mai 81. C'est aussi simple que cela. Quelqu'un montait vers le Panthéon. Oui. Mitterrand. Oui. Non, la date, je la connais. Oui, ben, voilà. Non, mais c'est tout simplement pour dire que quelque part, si tu me le permets, enfin bon, vous le permettez, c'est tout simplement qu'il y a une sorte ayant été là-bas 3 ans avant, ayant vu, et lorsque Mitterrand est arrivé au pouvoir, je ne dis pas la gauche, je dis Mitterrand, là, il y a quelque chose qui s'est opéré dans la perception de l'autre chez le Français. C'est-à-dire qu'on ne percevait plus juste les écrivains, par exemple. Les écrivains de langue française, les écrivains francophones, les écrivains maghrébins, les écrivains machin. Voilà, tout ce dictionnaire qui cataloguait les post-indépendance, c'est-à-dire les années 60, 70, de tel ou tel, avec les années 80, on s'est dit, bah tiens, il y a quelque chose de nouveau. Et il y a eu l'émergence d'une nouvelle génération, les radios libres, les nouvelles formules, nouvelles postures, nouvelles politiques. Et on a pris conscience que ces Français fraîchement adoptés avaient leur mot à dire dans la langue française, par la langue française, avec une nouvelle formulation de la littérature. D'accord ? Les maisons d'édition parisiennes, et nous en savons quelque chose, se positionnaient tout simplement par rapport à une sorte de doxa. Et on s'est dit, attendons, avant d'assimiler ce qui est sorti dans les années 80, regardons d'abord ce qui était auparavant. Et on va se mettre à retraduire ou à traduire les fondamentaux de cette nouvelle population fraîchement adoptée parce qu'elle est française. Je me rappelle, en 1981, avec feu Pierre Bernard, qui, avec les éditions Sinbad, qui faisait tout pour faire les traductions des classiques arabes. À un moment, il travaillait avec Jacques Berck, que j'ai rencontré par la suite, et qui il lui avait demandé de lui proposer une traduction du texte coranique. Et lui a proposé par la suite. D'accord. Mais là où nous avons eu un contact, c'est lorsqu'il a décidé, Pierre Bernard, tiens, le propos riwanien, le propos riwaniste, le propos chansonnier, le patrimoine chanté par Nasr Riwan doit être traduit. Et on a entrepris. Mais qu'est-ce qui a amené ça ? Ce qui l'a amené, c'est cette dialectique un petit peu où les gens
où la communauté française, avec ses nouvelles prises de conscience, commençait à se dire « Attention, on ne les a pas amenés pour fabriquer des voitures Renault. Ils sont également porteurs d'une certaine culture, d'une certaine identité, d'une certaine aura constitutive et constructive. » La preuve, je crois que vous l'avez vécu, vous l'avez vu, rien que le mouvement SOS Racisme était symptomatique d'une prise de conscience, certes politique, mais moi j'ai observé la prise de conscience littéraire, et la production, voilà, on commence à s'y intéresser, et oui, par l'intermédiaire de la traduction. Voilà. Je ne vois pas en quoi ce que vous décrivez là est rattaché au 10 mai 81. Là, je vous dis parce que... C'est l'élection, c'est l'élection. Oui, mais une élection, c'est pas un coup de... À mon sens, ce n'est pas un coup de baguette magique. C'est ça. C'est une date quand même que la France, ou les Français, oui, mais enfin... ne sont pas prêts d'oublier comme d'autres dates. Moi, je l'ai mis sous forme d'une boutade, mais elle est, non pas caricaturale, loin de moi l'idée de dire quelque chose de caricatural. Voilà, en ce qui concerne. Non, je trouve que la coïncidence, l'émergence d'une prise de conscience qui s'est répercutée sur la production littéraire, au niveau de la traduction. Et c'est pour ça que j'ai fait appel un petit peu, enfin, où j'ai évoqué un petit peu par la suite l'idée de Najib Mahfoud, le Nobelisé, c'est que quelque part, comment le politique, l'économique, le conjoncturel, le subjectif, l'objectif, tout ce que vous voulez, nous pouvons le constater en disant comment il construit une dimension éthique de l'acte traductif. C'est là. Est-ce que l'acte traductif ne serait pas politique? Il est politique fondamentalement. Non, je vous entends bien, mais je ne partage pas votre opinion. Donc je vais dire pourquoi. Parce que je ne suis pas venu au Maroc pour uniquement... non, je pense que si vous voulez, ce que vous dites, je l'entends bien, me semble-t-il, comme disons une mutation sociale, intellectuelle, telle qu'elle advient dans ces années-là en France, préparée par toute une législation précédente. Mais l'accrocher à un nom, l'accrocher à une date telle que vous le faites, quand je pense que M. Mitterrand était ministre d'Algérie en 1954, non mais attendez, laissez-moi dire jusqu'au bout la phrase, quand je pense que c'est sous lui qu'il y a eu plus de condamnations à mort effectives, quand je pense qu'il a, disons, eu un usage culturel tellement politicien que je ne suis pas sûr qu'ils doivent représenter à mes yeux le symbole. Encore une fois, comme vous le faites, c'est très bien, mais disons, je peux vous dire que je ne partage pas ce symbolisme-là. Parce que je crois que il y a un rapport très ambigu du politique et du culturel, et que la personne que vous avez nommée, M. Mitterrand, a été très habile dans l'humaniement de l'un à travers l'autre, et dans la façon dont l'un a recouvert l'autre, et dans la façon dont finalement il s'est donné une figure humaniste, etc. Pharaonique. Oui, dont je ne suis pas sûr qu'elle ait tellement bénéficié, en fait, à ce développement culturel. C'est une personne avec des goûts extrêmement classiques, une phrase très... je veux dire, n'oublions pas que M. Mitterrand était quand même... était décoré par Pétain. Bien sûr. Oui, mais bon, tout cela, c'est le même homme, c'est un même sujet, n'est-ce pas? Donc, que ce parcours... Il a eu une grande réussite qui a été de produire de lui une image générationnelle, comme vous l'avez dit, génération Mitterrand, mais je ne suis pas sûr que ce soit, disons, ce que je dois garder de plus marquant de cette époque-là et de la mutation, de la gestation qu'elle a produit, effectivement, dans le monde culturel. Je préférais d'ailleurs parler de Jacques Lang, qui, lui, je crois, a eu une certaine initiative à cet égard. Mais bon, c'est juste... Avec les colonnes Buren? Non. Éventuellement. Avec, disons, quelque chose qui a été le réveil d'une certaine fonction du ministre de la Culture, qui était endormi avant, et à qui il a redonné une certaine prestance. Il n'y a pas eu de ministre de la Culture depuis Malraux, en fait, jusqu'à... Bon, laissons de côté cela, mais je voulais dire simplement que
passant à travers cette salle et vous écoutant, je me méfie un peu des dates qui seraient des dates, disons, comme ça, à ancrer dans l'histoire, parce que c'est une élection, donc un changement de décor, avec ce que cela entraîne de spectaculaire en politique. Puisqu'il me semble que les questions que vous évoquez sont des questions beaucoup plus nouées, beaucoup plus impliquant beaucoup plus de complexité et de transition que ce rôle-là. Je ne suis pas non plus totalement persuadé, la titre de taquinerie c'est ma dernière, du rôle de Barbara Cassin dans cette affaire. Voyez, quand vous avez cité Antoine Berman, vous avez commencé par Steiner, vous aviez sans doute une allusion à Umberto Eco dans le dire la même chose ou presque la même chose. Il y a une immense littérature féconde, et Antoine Berman, bien sûr, est une référence essentielle. Mais alors, bon, l'éloge de la traduction de Barbara Cassin me paraît plutôt un livre un peu plat, parce que éloge, c'est un genre facile, l'éloge, mais disons, justement, son usage de la notion d'universel, d'universalisme, universel dédié, comme elle dit, et, disons, une sorte de complaisance, au fond, à l'égard de cette question de la traduction. C'était une parenthèse, mais disons, je ne suis pas sûr que le fait qu'elle soit académicienne et, disons, dans la coïncidence idéologique du jour, en fasse une penseuse de ce qu'elle a traduit. Juste si vous me le permettez, juste pour préciser, je suis entièrement d'accord sur le fait que, par exemple, nous ne pouvons absolument pas du tout mettre sur le même plan la pensée fondatrice après Babel, d'un Steiner, la pensée de Umberto Eco, un Antoine Berman que personne n'a compris, jusqu'à ce jour. Il était le directeur le responsable du collège de philosophie, il a souffert, mais c'est l'un des rares à avoir donné la quintessence du pensée philosophique de la traduction. Voilà. Pour moi, personnellement, et je vous le dis, j'espère que vous n'allez pas me le reprocher, c'est un Humboldt, c'est un... Là-dessus, je suis absolument d'accord avec vous. Je vous dis franchement, et là, juste à titre d'anecdote, lorsque je comptais, et puis je voulais juste faire venir sa femme à Marrakech pour qu'elle nous parle de lui, j'ai été la voir à Paris, elle m'a reçu dans son appartement. Qu'est-ce que j'avais en face de moi? Le violoncelle d'Antoine Berman, et c'est un homme que j'ai admiré. La seule chose, mon regret, c'est le fait de ne l'avoir pas rencontré, mais je l'ai lu, je l'ai décortiqué. Et il y en a un autre aussi, qui est fondamental au niveau de la pensée sur la traduction, c'est Poétique du traduire, de Méchonic. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui sur sa théorie de la rythmicité et tout ça, mais c'est l'un des textes fondamentaux. Il y en a un autre aussi, malgré son écriture et la différence, Derrida, mais un petit ouvrage d'une consubstantialité lourde de sens sur la traduction relevante. L'un qui a pensé. Tous ces gens-là, honnêtement, les ayant côtoyés, les ayant avalés, les ayant... Bon, parce que c'est comme ça, ma vie, je vous accorde que des outsiders, fussent-elles académiciennes, n'ont pas lieu d'être cités. Sauf pour le terme, éloge. Oui, mais vous savez... Oui, non, mais encore une fois, je vous suis tout à fait. Voilà. Et puis, je ne sais pas parce que... ne mettons pas mais si vous voulez, éloge est un terme qui est revenu à la mode dans ces années-là. Je pense à Badiou, éloge de l'amour. Ah oui, bien sûr, oui. Éloge. La France politique étant un peu en panne, on s'est mis à faire des éloges de tout. Donc, aussi la traduction. Mais encore une fois, nous sommes d'accord sur l'essentiel. Nous sommes d'accord. Vous savez, j'ai dirigé 3 ans le collège infernal de philosophie où Antoine Berman a fait son séminaire. Donc, ce milieu parisien j'allais dire des coïncidences avec la philosophie installée, j'ai travaillé dedans et même j'ai eu cette responsabilité pendant 3 ans d'être président de ce collège et donc d'essayer de voir ce que pouvait être cette philosophie en chantier en dehors de l'académisme. Bon, mais en tout cas, il y a une référence, je crois, essentielle
en amont de toute celle-là, vous avez cité Antoine Berman, Steiner, Umberto Eco. Il y a de bons livres comme celui de Dost sur la traduction qui sont des livres utiles. Il y a une référence première, peut-être, c'est quand même Benjamin. Ah ben Walter Benjamin. Oui, la tâche du c'est 10 traducteur. pages. Mais c'est 10 pages, le travail du traducteur, Pierre Grabe. Bien sûr. Et Benjamin nous dit quelque chose qui ramène en fait, à un précédent, il est dit, il y a quelqu'un qui a pensé à la traduction avant moi, enfin il y en a deux qui ont vraiment pensé à la traduction. Une personne c'est Goethe, et l'autre c'est celui qui a dit ceci. Traduire, ce n'est pas germaniser le grec, mais c'est helléniser l'allemand. Cette phrase, de citation de Benjamin dans ce texte me paraît décisive. C'est-à-dire, traduire, c'est pas assimiler l'autre, donc germaniser le grec. Traduire, c'est helléniser l'allemand. C'est-à-dire ouvrir l'allemand à l'écart et aux ressources du grec. Donc je crois qu'il y a chez ce texte, qui était inspirateur d'ailleurs pour Berman, ce texte de Benjamin est intéressant parce qu'il nous dit quelle est la démarche. Une démarche de la traduction qui est assimilante, c'est-à-dire qui rend le texte à traduire, qui l'assimile. Alors une référence qu'on n'a pas citée, on ne va pas la faire toutes, mais elles sont importantes, c'est Paul Ricoeur. Ah ben bien sûr, de la Paul reconnaissance, Ricoeur, la réciprocité. Oui, et puis son livre sur la traduction. Oui, sur la traduction. La traduction, parce qu'Antoine Ricoeur est quelqu'un qui est rigoureux, Oui. qui frappe à... Oui, petits textes, mais les petits textes sont ceux que je préfère. Vous savez, les petits textes... Fondamentaux, justement. Ils sont tâtonnants, ils sont comme ça, ils sont comme des flèches, comme disait Voltaire, n'est-ce pas, fusée volante, petit pâté, enfin, ces petits textes qui sont courts, mais qui sont incisifs, qui travaillent de façon... Bon. Alors, ce que je veux dire simplement, c'est que je crois qu'il y a un choix de la traduction. Sur la traduction, elle est assimilante. Or, quelque part, elle doit être cela. Puisque quand je traduis, je cherche des équivalents dans la langue d'arrivée à ce que dit la langue de départ. Donc, la traduction a vocation, je crois, à assimiler. Mais en même temps, a vocation à désassimiler. C'est-à-dire, à la fois à chercher des équivalences, et en même temps à faire entendre dans la traduction ce qui résiste à ces équivalences. Et donc, maintenir le texte en tension. La traduction me semble peut-être un texte qui est en tension. Donc je suis contre les belles traductions, les traductions où on dit « ah ça coule bien », etc. parce que c'est des traductions qui sont totalement assimilantes. Et je pense qu'une traduction, c'est une opération entre langues qui assimile et qui en même temps désassimile, donc qui est en tension, parce que l'acte de traduction est un acte paradoxal entre deux exigences, disons, non pas, comme l'a dit la tradition, n'est-ce pas, allemande, qu'elle a 2 maîtres, la langue de départ et la langue d'arrivée, ou disons l'auteur et puis le lecteur. C'est pas seulement ça. C'est que la traduction est importante parce que c'est une activité en tension entre 2 exigences contradictoires, mais qu'elles ne cessent de faire travailler l'une par rapport à l'autre, donc contradiction féconde, n'est-ce pas? Donc opération d'assimilation et en même temps de désassimilation. Et donc productive. Et là, je vous rejoins tout à fait. La traduction, elle est productive parce que ce qu'elle produit n'est pas le double, le facsimilé du texte de départ. Ce n'est pas la Lune par rapport au Soleil. Le texte traduit, c'est un texte qui donne à repenser le texte de départ. Voilà, exactement. Et donc, d'une certaine façon, encore plus originaire que le texte premier. La traduction n'est pas un texte, une version secondaire, ancillaire, qui viendrait comme ça en plus. Non, je crois que la traduction, si on la pense rigoureusement, elle nous amène à réfléchir ce que le texte originaire disait sans le savoir, sans le réfléchir. Ou ce qu'il est appelé à être sans le savoir, c'est-à-dire de manière intrinsèque, tout texte contient en lui son advenir, mais il ne peut advenir que par l'intermédiaire de l'opération traduite. Que si le traducteur fait accoucher. Voilà. C'est un accoucheur de cela. Alors, si je réussis ça dans mes termes, c'est bien, je dirais, la traduction, c'est rouvrir les possibles. Rouvrir les possibles, parce qu'au départ, le traducteur, quelqu'un qui décoïncide de sa langue. Il faut qu'il sorte de la coïncidence de sa langue pour l'ouvrir à quelque chose qui d'abord ne correspond pas, n'a pas son équivalence première. Et donc, il faut qu'il décoïncide de l'oie. Et là, je vous rejoins
sur sa vocation éthique. Bien sûr. Décoïncider de soi, donc de la décoïncidence dans laquelle l'installe sa langue, pour, dans sa langue, ouvrir des possibles que cette langue n'envisageait pas et qu'il va activer. Et c'est quelque chose, je pense, la traduction comme une activité propre, c'est-à-dire de plein droit, c'est-à-dire non pas encore une fois secondaire, ancillaire, qui vient après et qui... Bon, alors vous voyez, la formule, moi, de pont, passerelle, etc., oui, j'ai vu votre réticence, je la partage, parce que c'est une sorte d'image facile, et je ne suis pas sûr que la traduction soit réconciliatrice. Cette idée de réconciliation, Versöhnung, comme on dit chez Hegel, je pense que la traduction, elle est active jusqu'au bout, par la tension qu'elle organise à partir de l'écart des langues, et qui fait que le texte traduit, s'il est bien traduit, c'est un texte qui est en essor, qui est en... et donc qui, évidemment, par là même, est motif du désir, parce que c'est ça qui fait travailler. Juste sur ce point-là, juste pour raconter... Allez-y, d'abord, l'assistance. La parole est à vous. Hein. Allez-y. Alors moi, je voudrais vous amener un petit exercice pratique, si vous voulez bien. Alors, je ne veux pas faire allusion à Mitterrand, mais c'est un petit clin d'œil que je fais aujourd'hui. L'abeille l'architecte, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'abeille. Alors, l'abeille est très importante pour nous, mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler d'une association que j'ai fondée en France, et avec d'autres personnes, qui s'appelle Festival international éclaté et régionalisé des objectifs de développement durable. On a voulu créer dans différents pays, y compris au Maroc, une association respectant ce que représentait ce festival international éclaté, c'est-à-dire ayant lieu à plusieurs endroits à la fois, etc., et régionalisé des objectifs de développement durable. Eh bien, on essaye de créer une association marocaine. Et quand on fait, justement, vous parliez de la traduction, bon, ces choses, c'est la traduction, parce qu'il y a des... Mais il y a un manque de transculturalité, il y a un manque d'appropriation de ce que l'on veut faire. C'est-à-dire qu'il y a le grand écart. Parce que quand on parle de festival international éclaté, quand on traduit en arabe, ou ici au Maroc, ça donne le mot bombe en plein milieu du donc c'est vraiment très explosif, là. Hein. Donc ça veut dire qu'effectivement, comment on fait dans ce cas-là, quand on veut, alors c'est ça ce qui m'intéresse dans votre débat, tous les deux messieurs, parce que François Julien, j'ai participé aussi, pas jusqu'au bout, parce que j'étais appelé à nos rendez-vous après, et avant-hier à votre conférence, et c'était très intéressant. Mais j'aimerais savoir comment, quand on a une idée que l'on veut développer avec des amis qui sont d'un peu partout sur la planète, et qu'on veut construire un projet ensemble, et qu'il va falloir, si on veut le maintenir avec le même corps, la même orientation, le même sens de pratique, comment on fait pour justement arriver à passer un peu au travers ces traductions administratives, très politiques, ces traductions qui n'ont pas de symbole qu'on voudrait leur donner de transculturalité, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, c'est un exemple que j'aimerais très pratique parce qu'on a donc arrêté, parce que la traduction changeait ce que l'on voulait faire uniquement pour faire plaisir à la traduction qu'on nous demandait sur un plan administratif. On l'a mis au placard, on l'a rangé, on y reviendra peut-être un jour. Honnêtement, si je puis dire juste un mot, je suis néophyte en ce qui concerne ce que vous venez de dire, mais je ne crois pas que la traduction en soit la responsable. Et il y a des humains parfois qui récusent toute forme de traduction honnête, fidèle ou infidèle, ou tout ce que vous voulez. Là, je comprends un petit peu le désarroi et la déception. Voilà. Mais je vais vous dire quelle pourrait être un petit peu la solution. Mais quant à remettre un projet auquel vous tenez dans un tiroir, je pense quand même qu'il faut quand même résister. Parce que... Donc on le fait autrement, on fait passer d'une autre manière. Bien sûr. C'est quand même un peu dommage, quoi. Mais c'est pas dramatique. Tout ça, c'est un écueil de cette traduction que l'on nous impose et qui ne correspond pas, c'est-à-dire que les personnes, moi je comprends bien, c'est normal, les personnes n'ont pas la même sensibilité, n'ont pas le même vécu, n'ont pas la même approche culturelle que l'on peut avoir, et donc ils sont très rigides. Mais de là à devoir changer totalement l'objectif social, l'objectif qu'on s'est donné et qui est le même partout sur la planète, eh bien c'est un peu dommage que... Mais alors, cher monsieur, donnez-leur la bonne traduction. Comment? Donnez-leur la bonne traduction
j'ai le sentiment... Merci. Je voudrais dire deux choses à ce sujet. D'abord, la traduction est révélatrice. Elle n'est pas cause, bien sûr, de la difficulté, mais elle est révélatrice de la difficulté. Cette difficulté, à mon sens, il faut l'assumer, l'affronter et l'assumer. La traduction, elle fait apparaître, elle révèle le texte originaire. Pourquoi traduit-on? Ce n'est pas pour faire des passerelles. On traduit un texte pour lui ouvrir un nouvel avenir et pour le révéler. C'est dans la traduction que le texte se révèle. Et dès les plus grandes traductions, la Bible s'est révélée quand elle est passée en grec, dans la traduction de la Septante. Donc la traduction, elle est révélatrice. Et là, elle est révélatrice d'une difficulté qui apparaît comme ça de façon plus flagrante. Je pense que c'est un mérite. Je trouve ça plutôt fécond. D'autre part, vous l'avez dit, une traduction appelle retraduction. Vous savez, traduire, c'est corriger la traduction. Traduire, c'est au fond essayer un possible entre deux langues et le remettre au travail, le remettre en chantier, ne pas s'y arrêter. C'est pour ça qu'on retraduit constamment les grands textes. Et je crois que ce que vous citez, c'est qu'au fond, une première traduction est apparue qui ne convient pas, et bien on la travaille. On la travaille, et on ouvre la langue d'arrivée jusqu'où pour la rendre disponible à ce sens qui vient du dehors et qu'il faut qu'elle accueille. Et Ricard parlait bien de cette fonction d'hospitalité de la traduction. Il faut donc la langue d'arrivée accueille. Le terme de vraiment l'auberge du lointain. Oui. N'est-ce pas ouvrir auberge, c'est-à-dire savoir accueillir. Donc si une traduction, moi ça m'est arrivé tellement souvent dans mon travail que la traduction dise quasiment le contraire de ce que je voulais dire. Traduction de bonne foi, traduction bien faite, traduction dite fidèle. Donc je crois qu'il y a quelque chose à faire, c'est tenir compte de cette difficulté et retravailler la langue, la rouvrir, si je permets le terme, la faire décoïncider d'elle-même jusqu'au point qu'elle puisse se rendre disponible pour accueillir ce sens qui au départ la dérange, mais qui est à faire passer. Donc je crois qu'il ne faut pas renoncer à l'épreuve de la traduction. C'est une épreuve. Elle est révélatrice. Je ne maîtrise pas la langue. J'ai donc à faire appel à quelqu'un. Moi, je sais, c'est moi qui ai écrit les premiers statuts en français, avec d'autres, on travaille dessus. Je sais ce qu'on voulait mettre dedans. Après, moi, je n'ai pas la capacité de faire dans la langue pour satisfaire les autorités qui vous demandent de... Et prenez un exemple tout simple. Vous savez, quand on a traduit les textes européens en chinois, n'est-ce pas? Au départ, le souverain de Rousseau, on l'a traduit par le souverain chinois. C'était évidemment en dépit du bon sens. Simplement, on a retraduit, et progressivement, le sens de souverain chez Rousseau, le sens démocratique, est passé effectivement en chinois. Langue qu'il n'accueillait pas du tout, parce que langue qui n'avait pas développé tout le sémantisme de la liberté, etc., du peuple, etc. Donc je crois que la traduction, c'est fait notre patience. Il faut ouvrir une langue, et ouvrir une langue, c'est du travail. Et donc ce travail, il prend son temps, et il faut, disons, se maintenir dans l'exigence de la traduction, plutôt que de penser qu'il y aurait une traduction finale, comme on dit, disons, réconciliation, c'est quelque chose qui mettrait la paix entre les langues. Je crois qu'il faut que les langues restent dans leur temps qui se réfléchissent entre elles. Exactement, c'est un peu ce point-là. Pour votre information, l'association s'est montée sur quelque chose qui concerne 193 pays signataires. Les objectifs de développement durable ont été signés le 25 septembre 2015 par 193 chefs d'État et de gouvernement qui ont fait un constat, un état des lieux de ce qui se passait sur la planète et ont défini 17 objectifs et 169 objectifs. Donc je veux dire, c'est ça notre seul objet, c'est d'aller sensibiliser, informer, sensibiliser sur cette question, parce que ici au Maroc, vous allez à chaque université, vous y allez, vous pouvez poser la question, si quelqu'un connaît les ODD, ça a été signé le 27 septembre 2015, on est en 2022, ça fait 7 ans, personne ne sait ce que ça veut dire. Alors que tout le monde parle de développement durable d'une manière générale. Mais donc c'est un problème de communication, pas un problème de traduction, c'est un problème de communication. C'est-à-dire, si on ne rend pas visible, excusez-moi juste sur ce point-là, pardon madame, avec plaisir, je vous passe la parole, mais tout simplement pour essayer un tout petit peu de répondre, même un petit peu de manière courte, à partir du moment où un projet n'est pas passé ou passe mal dans une autre langue, chose comme ça, c'est qu'il n'est pas visible
ou il n'a pas été bien construit d'un point de vue marketing, communicationnel, pour qu'il soit assimilé par les adaptants, si je puis dire d'une certaine manière, parce qu'il y a quand même un hiatus. La vérité vient toute faite de là-haut. Nous allons faire un processus traductif qui doit être opérationnel et conforme à la vérité venant toute faite. Non, toute vérité est adaptable et actualisable. Et quelque part, il aurait fallu faire comprendre d'une manière ou d'une autre, et je crois que la manière la plus simple, c'est de dire, bon, nous partageons les mêmes soucis, mais pas avec le même lexique, pas avec la même grammaire. Il va falloir construire une grammaire commune. Alors cette grammaire de la création, comme l'appelait si bien Steiner, la grammaire de la création, là, cette grammaire de la création, il est de notre devoir de la mettre en place pour que tout le monde puisse s'entendre. Nous passons par la traduction actuellement. D'accord ? Mais nous allons parvenir à avoir cette potentialité communicationnelle qui permette tout simplement à ce que vous dites soit déployé dans une autre langue, dans un autre pays, devienne universel. Mais à condition que lui-même, il porte l'universalité dans sa propre langue française, fondatrice du texte que vous avez émis. Madame, la parole est à vous, excusez-moi. Pardon. Merci beaucoup, je serai très bref, je suis traductrice. Alors, vous savez, je vous remercie beaucoup d'avoir partagé beaucoup de choses, et surtout votre expérience de sujet traduisant et de professeur traduisant. Alors, mais vous avez utilisé deux images que moi-même, en tant que traductrice, je pense que peut-être je suis trop... C'est que, première, c'est nomade. En tant que traductrice, je n'ai jamais senti nomade. Je voyage. Et deuxième image, c'est pont ou bien passerelle. Je n'ai jamais... Ça ne me convient pas parce que ça me gêne plutôt parce qu'un pont, un passerelle ou une passerelle, c'est stable. Plus. Alors qu'une traduction peut être très... Ça bouge, c'est une dynamique. Ça voyage, dynamique, voilà. Et puis, la troisième chose, un peu compliquée. Merci beaucoup. Mais ça va venir. Là, tout simplement, croyez-moi, je suis entièrement d'accord avec vous, et je crois que François également, dans le sens de l'histoire du pont et de la passerelle, c'est quelque chose. D'accord, certes, elle peut être utilisée, mais elle n'est pas fondatrice d'une éthique du traduire. D'accord. Le deuxième point, lorsque j'ai utilisé le terme de nomade, le nomade, c'est cette dynamique du mouvement. Je comprends. Voilà. Ce terme est tellement utilisé partout, mais le problème c'est que peut-être je n'ai pas à la hauteur philosophique, mais non, absolument je ne me sens jamais nomade. Mais bien sûr que de toute façon... Attendez, je veux tout simplement essayer d'expliciter qu'un traducteur, effectivement, vous ne vous considérez pas comme nomade parce que votre travail ne s'inscrit pas dans cette nomadicité, mais lorsque j'en ai parlé, où je l'ai inscrit le terme nomade, c'est au sens véritablement philosophique du terme, c'est-à-dire cette notion de déplacement, c'est-à-dire que je suis là avec le texte premier, sachant bien que quelque part, son aura, sa ferveur, sa chaleur va s'éteindre pour passer ailleurs et autrement, dans une autre chaleur, dans une autre capacité d'être opérationnel. Oui, mais pourquoi il faut utiliser ce thème, nomadicité? Moi, personnellement, je l'aime bien. Parce que je me suis dit, c'est moi, je dis subjectivement parlant, je suis un nomadisant errant, ou un errant nomadisant. Oui, voilà. Nomade, en philosophie, ça vient de Deleuze. N'est-ce pas ? Il faut prendre les choses là où elles commencent. C'est Deleuze qui a pensé le nomadisme de la pensée. Alors, c'est lié à l'idéologie et de ce qu'on appelle la pensée 68, pour aller très vite, n'est-ce pas ? Et c'est l'idée de déterritorialisation, reterritorialisation. Donc, si on prend le terme dans son sens conceptuel premier, c'est Deleuze dans cette pensée du nomadisme.
Est-ce qu'elle est convaincante aujourd'hui? À voir. Bon, moi, je vais m'arrêter là parce que... Non, mais je comprends. Moi aussi, je suis honnêtement hyper, parce que je suis parti à 5 heures du matin de Marrakech pour être avec vous. Je pense que là, les organisateurs, si vous voulez bien, et si l'assistance nous le permette, la fatigue étant marquante de nos âges, je crois que... je viens le dernier mot et puis on clôt. Non, moi, j'ai pas de dernier mot. وقال جوليان فرانسوا جوليان قال كلمة جميلة في حق الترجمة، في حق الفلسفة، في حق المغرب، في حق المغاربة، في حق المعرفة، في حق كل من يحلم بأنه لا بد لنا أن نتلاقى يوما أو آخر، لكن تلاقينا اليوم et nous sommes très heureux de nous être rencontrés aujourd'hui. Je ne peux point traduire ce que j'ai dit parce qu'il est sorti et il est comme il est, peut-être dans sa rythmicité, il a traduit l'émotion qui nous déploie tous. Merci infiniment et je donne la parole aux organisateurs.